Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir pour cette revue de prof Nathalie Gineste. Bonjour, vous êtes prof de SES au lycée Arthur Rimbaud à Istres, c'est dans les Bouches-du-Rhône. Et vous nous avez amené cet article paru dans Le Monde, Protectionnisme, la tentation permanente, avec cette magnifique photo du Roquefort qui a subi des taxes importantes à l'importation, notamment de la part des États-Unis. Alors Nathalie, pourquoi cet article ? Alors, le commerce mondial, d'après l'OMC, a vu son volume diminuer de 9% en 2009. C'est la première fois depuis 60 ans, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, que le commerce mondial diminue de cette façon. Et on est en pleine crise, c'est la crise la plus violente depuis 1945. Et les élèves voient les pays élaborer leur stratégie sous leurs yeux de sortie de crise. Et le chemin n'est pas écrit. Et donc, ils ont des armes, ils ont des théories, ils ont des concepts qui leur permettent de comprendre quels sont les choix que font les gouvernements en matière notamment de politique commerciale vis-à-vis des pays tiers. Alors c'est vrai qu'en temps de crise, les pays sont tentés de faire un peu de protectionnisme. Ça peut prendre quelle forme ? Alors justement, en utilisant rigoureusement le concept de protectionnisme, on peut dire qu'il prend deux formes. Une forme tarifaire, c'est-à-dire les droits de douane. L'objectif est d'augmenter le prix des produits que l'on importe afin qu'ils soient moins compétitifs. Mais sur le plan tarifaire, on peut aussi aider les exportations. Et à ce moment-là, c'est le cas par exemple des aides dans le secteur automobile qu'on concentre sur les secteurs les plus en difficulté. Ce protectionnisme est quand même limité. Parce que depuis 1945, les accords du GATT et puis l'OMC le mesurent et depuis les accords de Marrakech le condamnent. Oui. L'organe de règlement des différends peut condamner des États à ne pas utiliser, les forcer à ne pas utiliser ces droits de douane. On peut faire du protectionnisme avec sa monnaie aussi. On peut faire du protectionnisme avec sa monnaie, oui. Alors ça, ce sera une forme de protectionnisme qui n'est pas tarifaire et qui est beaucoup plus, l'article parle de protectionnisme insidieux. C'est le cas des pays qui, volontairement, voient le cours de leur monnaie diminuer. Alors, comme la Chine, par exemple. Comme la Chine, au sein de l'Union européenne, l'Angleterre, la livre sterling a vu son cours baisser de 20% en 2009. Et c'est comme si, finalement, elle avait mis un droit de douane sur toutes ses importations de 20%, ce qu'elle aurait forcément pas eu le droit avec l'OMC. Est-ce qu'on peut parler de protectionnisme environnemental avec la taxe carbone qui prévoit notamment de taxer des produits importés polluants ? Alors justement, il y a un débat, c'est-à-dire que soit l'environnement est un bien public mondial et à ce niveau-là, il faut encourager toutes les mesures qui le protègent, mais les pays en développement, les pays émergents disent voilà, vous nous forcez à faire attention à l'environnement, mais vous, lorsque vous vous êtes développés, vous les pays riches, vous n'y avez pas fait attention et personne n'est venu vous taxer. Donc il y a un gros débat sur le protectionnisme vert. Il peut être considéré comme un instrument de protectionnisme ou comme une façon d'inciter les pays émergents qui en ont aujourd'hui les moyens quand même d'être plus vertueux en termes environnementaux. Par exemple sur l'utilisation du charbon comme énergie ou dans leur façon de transporter leurs marchandises, de les inciter finalement à être plus vertueux. À quand remontent les premières mesures protectionnistes ? Est-ce qu'on peut le dater ? L'article souligne le rôle du colbertisme dans le développement de l'industrie de la soie et ce colbertisme finit par une guerre entre la Hollande et la France de 1672 à 1678. Donc cette guerre tarifaire a fini par une guerre tout court. Oui, vous utilisez beaucoup d'articles d'actualité pour appuyer le programme ? Alors chaque fois que c'est possible, oui, notamment avec la crise financière par exemple en première sur les marchés financiers, on a trouvé pas mal d'occasions d'utiliser la presse, l'actualité, et puis les élèves utilisent des sources différentes. Par exemple, souvent les articles de presse sont complétés par des articles plus scientifiques, où les scientifiques ont évidemment plus de temps que les journalistes pour traiter les questions. Par exemple, avec problèmes économiques, on a d'autres points de vue avec lesquels on peut compléter la lecture d'articles de presse. Alors, il y a une actualité concernant les SES, c'est la réforme de l'enseignement au lycée, avec l'idée que l'économie serait obligatoire dès la seconde. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Alors ça paraît être une bonne nouvelle puisque tous les élèves auraient un minimum de culture économique grâce à la réforme. Cependant, deux limites. La première, c'est que l'enseignement des sciences économiques et sociales ne va pas aller pour tous les élèves, puisque les SES sont
à hauteur d'1h30 choisi un module exploratoire avec l'économie appliquée et la gestion. Et puis la deuxième limite, c'est qu'évidemment 1h30 par semaine, pour que les élèves puissent acquérir une culture économique suffisante, ça paraît un petit peu difficile. Ouais. Merci beaucoup Nathalie Gineste d'être venue jusqu'à nous et à très vite pour une nouvelle revue de prof sur queseco.fr.